Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième présentation des midi-conférences du Fonds d'emprunt Montérégie. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Demers, qui a travaillé depuis plus de 20 ans dans les milieux financiers et qui se dédie maintenant à aider les individus et, dans votre cas, les entrepreneurs à mieux gérer leurs finances personnelles. Donc, pour la prochaine heure, Barbara va nous parler, entre autres, de l'importance du budget personnel pour l'entrepreneur, de l'importance de se créer un plan d'investissement pour le futur et aussi d'une panoplie d'autres trucs pour mieux s'y prendre au quotidien avec vos finances personnelles. Donc, Barbara, la parole est à toi. Je te cède le partage d'écran. Merci beaucoup, Éric. Alors, bonjour tout le monde, contente que vous soyez là. J'aimerais aujourd'hui que ce soit quand même participatif, donc je vous invite à écrire des commentaires, à poser des questions. Moi, je vais vous en poser, puis j'aimerais bien avoir des réponses aussi. Alors, comme Éric disait, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le milieu financier, donc j'ai été conseillère en placement pendant 23 ans exactement. Et depuis 5 ans, je suis spécialiste en bien-être financier et j'aide les gens à reprendre le contrôle de leurs finances personnelles au moyen de formation. Et aujourd'hui, bien évidemment, on jase d'argent parce que moi, je fais juste ça, jaser d'argent. Puis je voulais savoir, j'étais curieuse, qu'est-ce qui vous a amené à dire, moi, je vais écouter le webinaire aujourd'hui. Il y a des choses que je veux apprendre. J'espère qu'elle va m'en parler. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé entendre parler? J'aimerais ça avoir vos commentaires. Et Marianne, je ne sais pas si tu vas pouvoir me les transmettre. Donc, est-ce qu'on a des commentaires? Alors, si c'est pour, dans le courant de la présentation, qu'il y a des idées qui vous viennent, bien, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je suis ici pour ça. Je suis ici pour vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de budget personnel et d'entreprise. Je vais surtout focuser sur les gens qui ne sont pas incorporés, qui sont vraiment des travailleurs autonomes, parce que quand on est incorporé, c'est une autre game, c'est pas si différent, mais au niveau de la fiscalité, oui, c'est différent. On va parler de l'impôt, évidemment. On va parler d'investir son argent ou emprunter. Qu'est-ce qu'on fait? Regard sur l'avenir, il faut penser à notre avenir, évidemment. On va regarder aussi les conseillers financiers. Vous savez, je viens de vous dire, je l'ai été. Il y en a pour qui on peut avoir peur ou penser qu'on n'a pas assez d'argent. Je vais vous expliquer un petit peu ce milieu-là, comment est-ce que ça fonctionne. Mais pourquoi c'est important de parler d'argent? Alors, l'argent, c'est une grande partie de notre vie. On en a besoin pour vivre, se loger, manger. On en a besoin à tous les jours. On travaille, on a des entreprises, il faut que l'argent rentre. Et des fois, ça ne va pas comme on voudrait. Des fois, on n'a pas appris peut-être à bien faire aussi pour que ça aille bien. Toutes les raisons sont bonnes, puis ce n'est pas important, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est quand on est stressé financièrement et que ça fait longtemps que ça dure, il y a des impacts à ça. Alors, le stress financier, ça peut nous amener des maladies dont on risque 3 fois plus de souffrir de problèmes digestifs. Bon, ce n'est pas dramatique jusque-là. Mais si on est stressé financièrement, on a également 44 fois plus de chances, de faire des migraines. Bon, tu dis jusque-là, c'est pas si pire. Mais
Quand on est stressé financièrement et que ça fait longtemps que ça dure, on a 200% plus de chances de faire une crise cardiaque. Et ça, c'est important. OK? Et finalement, quand ça dure depuis longtemps, ce stress-là, on a 500 fois plus de chances de faire une dépression. Donc, le stress financier, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas se gêner de parler d'argent, de poser des questions. Juste ça, le fait d'en parler, va éliminer une partie du stress. Donc là, je vous ai parlé pour le côté physique, qu'est-ce que ça peut amener, mais dans notre day-to-day aussi, ce que ça va faire quand on manque d'argent, quand on est stressé, bien, ça va être plus facile d'avoir des conflits avec nos proches, avec nos collègues, parce que notre tête est dans notre problème d'argent, on est moins patient, ça va être plus facile d'avoir des conflits. On va être anxieux. Donc, si on est anxieux, on est irritable, on est colérique, on est malheureux. Puis, quand on est anxieux, tu sais, le stress financier amène des choses comme ça, conflits, anxiété. Ça amène aussi des difficultés à dormir. Notre premier réflexe, si on a de la misère à dormir ou si on est anxieux, on va aller voir le docteur, puis on va dire, bien là, docteur, je suis anxieux ou j'ai de la difficulté à dormir, est-ce que tu peux me prescrire quelque chose pour m'aider? Mais ça, c'est juste de mettre un plaster sur le bobo. Ce n'est pas d'aller le régler à la source. Alors, manquer de sommeil, évidemment, ça va nous amener à augmenter notre stress, à être plus grincheux, évidemment, être distrait et incapable de se concentrer, ce qui va faire qu'on peut créer des problèmes au travail. On va faire des erreurs au niveau de notre entreprise parce qu'on a mal dormi et c'est 50% des gens qui ont de la difficulté à dormir quand ils ont des problèmes financiers. Donc, c'est très important. Et moi, je peux vous dire que mon site web, il y a 5 ans, était vraiment destiné seulement aux particuliers parce qu'aujourd'hui, je fais aussi des formations en entreprise. Donc, j'étais capable d'aller voir à quel moment de la journée ce que les gens cherchaient parce que c'est vraiment juste pour la formation sur le budget. Et les gens cherchaient majoritairement la nuit des solutions pour leurs problèmes de finances personnelles. Donc, oui, je n'ai pas mis le graphique, là, je n'ai pas pensé à ça, mais oui, c'était la nuit, là, comme de minuit à 7 heures le matin, c'était là les plus grandes heures de recherche. Donc, c'est ça. Quand on dit ça empêche de dormir, c'est vraiment vrai. Donc, comment diminuer le stress financier? Alors, la solution, la meilleure, celle de faire un budget. Donc, le budget va faire que quand tu mets noir sur blanc tous tes chiffres, peu importe le résultat final, on va être, je dirais, on baisse la tension beaucoup parce que là, on sait exactement ce qui se passe. Donc, de faire l'autruche, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va aider. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer un stress important et ça nous permet de connaître le montant exact dont on a besoin à tous les mois. Moi, quand je fais des formations avec les gens, ils me disent tous, je ne sais pas combien ça me coûte par mois. Bon, c'est sûr que sa planète, il y en a qui le savent, là, mais ceux qui viennent me voir ne le savent pas. Et quand on finit de faire le budget, là, c'est clair, ils sont contents. Là, ils disent, OK, je sais maintenant que il me manque de l'argent ou j'ai un surplus que je peux faire des choses avec. Donc là, ça devient clair et ça permet évidemment de prendre de bonnes décisions. Que je viens juste de dire et qui vient d'apparaître. Le fait de faire un budget, ça va nous aider aussi à atteindre nos buts parce que quand on sait exactement quel est notre besoin et qu'on sait l'argent qui rentre, bien, les surplus peuvent nous aider à atteindre nos buts et là, nos buts peuvent être inclus dans notre budget. Donc, ça va grandement aider.
Et finalement, quand on réussit tout ça, ben, ça nous permet d'être fiers de nous parce que ça va bien, parce qu'on réussit. Donc, finalement, ce que je peux vous dire, c'est que le budget, c'est un outil qui est vraiment puissant. Alors, quand on fait un budget, en passant, tous ceux qui aimeraient avoir un fichier de budget, je ne sais pas s'ils peuvent t'écrire, Éric, moi, je pourrais t'en fournir un, puis que tu puisses leur transmettre. Oui, OK. Ça va me faire plaisir. Là. Un beau fichier de budget monté sur Excel, pas besoin de compter. Alors, quand on fait un budget, évidemment, si on est un entrepreneur, on ne sait peut-être pas, nos revenus sont peut-être pas réguliers. C'est plus difficile à estimer. On n'est pas comme un employé qui gagne, exemple, 1 000 $ par semaine. Mais ce qui est important de savoir, c'est évidemment, c'est nos dépenses. Donc, dans les dépenses, on a 3 types de dépenses. Premièrement, on a les dépenses fixes. Alors, les dépenses fixes, pour ceux qui ne font pas de budget papier, ça fait partie du budget dans notre tête. Okay? On sait qu'on a le loyer ou l'hypothèque à payer telle date, on a le prêt automobile, on a le téléphone, on a l'électricité. Donc, je vous donne des exemples. La dépense fixe, c'est tout ce qui est le même montant à la même date à chaque mois. Fait que ça, c'est facile de l'avoir dans notre tête. Et d'ailleurs, c'est le type de dépense qu'on va trouver le plus rapidement dans notre budget. Ensuite, on a les dépenses variables. Donc, le nom le dit, ça va varier parce que l'épicerie ne te coûte pas toujours 100 $ juste par semaine. L'essence ne te coûte pas toujours 50 $ juste par semaine. Donc, ça va varier pour toutes sortes de raisons. Même chose pour les restaurants, que là, on a moins, mais on peut quand même y aller ou faire livrer. Donc, ces montants-là vont varier. Ce que je rentre aussi dans les dépenses variables, c'est les prêts qu'on pourrait avoir et qu'on doit payer à la semaine ou 2 semaines. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les mois, normalement, on a 4 semaines. À tous les 3 mois, on a 5 semaines. Donc, à tous les 3 mois, si vous faites l'épicerie le jeudi, par exemple, bien, il y a 5 jeudis, vous allez faire 5 fois l'épicerie. Vous allez mettre de l'essence 5 fois dans un mois au lieu de 4. Le prêt qu'on a à la semaine, c'est la même chose. Donc, normalement, vous allez faire 4 paiements par mois, mais à tous les 3 mois, ça va être 5 paiements. Si c'est aux 2 semaines, peu importe la dépense qui est aux 2 semaines, vous allez payer 2 fois par mois, mais à tous les 6 mois, vous allez payer 3 fois. Et ça, il faut en tenir compte de ce petit surplus-là qu'on a à payer. Donc, pour quelqu'un qui est salarié, qui paye à la semaine ou aux 2 semaines, il ne voit pas vraiment ça parce que ça va en fonction de ça. Mais quand on est un travailleur autonome, on va le voir plus facilement, cette situation-là. Et finalement, la 3e dépense s'appelle... Si tu me permets une question? Oui. Est-ce que tu as un truc à nous partager sur comment on peut arriver à trouver nos dépenses variables, justement, puisqu'elles sont variables, sont difficiles à estimer? Comment on s'y prend pour trouver ces montants-là? Oui, ça fait partie des trucs que je donne un petit peu plus tard. Ah, je suis en train d'avancer. C'est ça. Oui, parce qu'on sous-estime beaucoup, beaucoup, beaucoup les dépenses variables. L'épicerie, l'essence, les restaurants, on les sous-estime beaucoup. Et j'ai une astuce, je dirais l'astuce la plus efficace finalement. Tu sais, première astuce efficace, budget. Deuxième, l'autre que je vais vous donner tantôt. La dépense que je veux vous parler, là, c'est les dépenses occasionnelles et c'est les dépenses qu'on va appeler généralement des imprévus. On les appelle les imprévus surtout parce que c'est quand ça arrive, ça ne donnait pas financièrement que ça arrive. OK? Je vous donne un exemple. On roule et un beau dimanche après-midi et là, l'auto tombe en panne.
Est-ce que c'était prévu que ça arrive? Problème. Non. Hein? Donc, on l'appelle un imprévu. En réalité, si on a une voiture usagée, faut comprendre que ça se peut, que c'est normal qu'à l'occasion, il y ait des problèmes mécaniques qu'on est obligé de faire réparer. Mais là, quand ça arrive, on n'a pas prévu ça, donc on va payer avec notre carte de crédit. Et là, on dit, oh non, fuck, encore une fois, il faut que je paye, je mets ça sur ma carte, on s'endette, c'est pas le fun. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Ça va être comme ça. Par exemple, vous avez votre paire de bottes qui, tout à coup, ils prennent l'eau. Là, ça ne donnait pas de s'acheter une paire de bottes, mais en même temps, vous n'avez pas le choix. On met ça sur la carte de crédit. Est-ce qu'on s'entend que dans une année, c'est tout à fait normal qu'on va s'acheter du linge? Donc, il y a des dépenses occasionnelles, exemple, le permis de conduire, qu'on va payer une fois par année. Ça, on le sait, c'est facile. Noël, on sait qu'on va payer pour des cadeaux. Donc, il y a des occasions comme ça dans l'année où on sait qu'on va avoir cette dépense-là, mais il y a des fois qu'on ne sait pas trop quand, on ne sait pas quel montant non plus. Et ça, c'est la partie la plus difficile à estimer dans un budget, mais en même temps, c'est une des parties les plus importantes aussi à faire. Donc, je montre un exemple ici. Les dépenses occasionnelles, ça représente facilement entre 5 et 10 000 $ par année par personne. C'est beaucoup d'argent. Et là, je vous ai mis un exemple avec quelques dépenses. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et déjà, je suis à 5 100 $ dans mon exemple. OK? Donc, j'ai mis 2 000 $ de vêtements. Moi, je suis une fille, peut-être je m'habille plus qu'un gars, je ne sais pas. Réparation auto, c'est bien basique. Là. Ça, c'est juste changement de pneu, changement d'huile qu'on a là. Mais si on a une auto usagée, c'est peut-être 1 500, 2 000 qu'il faut mettre. On veut se payer des vacances, on va chez le dentiste, des cadeaux, plaque et permis de conduire. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça représente, dans ce cas-là, 5 100 $ par année. Ça veut dire que ça représente 425 $ par mois. Donc, ce que je devrais faire idéalement, c'est d'estimer mes dépenses. Je ne vous dis pas que c'est facile. On est mieux d'estimer un peu que pas pantoute. On estime les montants et ça va nous donner le montant qu'on devrait mettre de côté à chaque mois dans un autre compte de banque, idéalement, pour ne pas toucher à cette réserve-là qui va servir pour vos dépenses occasionnelles. Et juste en faisant ça, vous allez avoir un sentiment de contrôle. Et moi, je vais toujours me rappeler cet exercice-là, évidemment, que je parle à tous mes clients. Une de mes clientes, elle me dit à un moment donné, parce qu'elle a commencé à mettre de l'argent de côté pour ses dépenses occasionnelles, et là, je la revois, puis elle me dit, je suis tellement contente, je peux faire une crevaison sans stress. Fait qu'imaginez, je trouvais ça drôle, c'est pour ça que je le répète, mais tu sais, l'importance de ça, là, c'est vraiment vital. Maintenant, ça, évidemment, ça vient s'ajouter à vos dépenses que vous avez régulièrement à tous les mois. Et dans le budget, si jamais vous voulez la voir, bien, cette page-là, elle est incluse. Et tandis que j'y pense, là, il y a des mots qui sont marqués par défaut, mais dans le fichier de budget, vous pouvez changer pour ce que vous voulez. Là. Les mots se changent, c'est juste des idées, tout simplement. Donc, ça, c'est une partie qui est très, très, très importante à compléter. Et à la fin du fichier de budget, à la toute fin, il y a un sommaire. Et là, on va voir. Est-ce que vous voyez ma souris à l'écran? Oui. Oui, OK. Donc, on va voir, exemple, dans ce cas-ci, j'avais mis des dépenses de épicerie et essence. Donc, par semaine, ça me coûte 200 $ d'épicerie et d'essence. Dans ce cas-ci, aux 2 semaines, je n'avais pas de dépenses. Par mois, au total, ça me coûte 2 445, dont 200 $ en épargne, dont 1 820 $ en dépenses mensuelles, comme le loyer,
téléphone, hydro, assurance, ces choses-là. Et mes dépenses occasionnelles sont vraiment distinctes parce qu'il faut savoir combien sont nos dépenses occasionnelles. En passant, je voulais dire, tantôt j'ai oublié, les dépenses occasionnelles, si on veut tenter de les estimer le plus justement possible, c'est d'aller fouiller ces états de compte, soit de bancaire ou de carte de crédit, des 12 derniers mois. Ça va vous donner une bonne idée de ce que vous auriez pu dépenser. Parce qu'on oublie, ça va coûter combien les gens en vêtements l'année passée? C'est des chiffres qu'on oublie. Donc, c'est d'aller consulter. Donc, dans ce cas-ci, dans mon exemple, mon budget total me donnait 3 295. Donc, j'ai besoin de 3 295 par mois pour vivre basic, là, OK? Dont la partie à la semaine, qui est ici, 850. Là, vous allez dire 200 fois 4, ça fait 800. Pourquoi 850? C'est pour prévoir les mois de 5 semaines. Donc, à tous les 4 mois, je vais avoir ramassé 50 $ par mois, dont j'aurai mon 200 $ quand il y aura 5 semaines. Donc, dans mon cas ici, ça veut dire que je sais maintenant que ça me coûte 39 740 par année pour mes dépenses. Donc, ça, c'est un exemple de budget, mais c'est important de savoir combien est-ce que ça nous coûte parce que ça va nous aider, entre autres, à savoir combien d'argent au minimum je dois générer pour arriver à tout payer sans emprunter. Et donc, ce 39 740-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le chiffre qu'on aurait sur un T4 en revenu imposable, mais bien le revenu net une fois que les impôts ont été enlevés dedans. Donc, ça prend, je ne sais pas, moi, peut-être 45 48 000 pour arriver à un net. Et plus que ça, bon, justement. Oui, exactement. Dans ce cas-ci, là, on voit surplus, c'est négatif, c'est parce qu'il n'y avait tout simplement pas de revenus. Mais si vous avez des revenus réguliers, à ce moment-là, vous auriez un autre chiffre qui apparaît là. Okay? Donc, ça, c'est vraiment super important de faire le budget, de savoir quels sont nos besoins pour ne pas être malheureux avec l'argent. Des fois, ça peut être un motivateur aussi. Maintenant, si vous êtes une personne qui est un travailleur autonome, qui n'est pas incorporé, mais si vous êtes incorporé, c'est semblable, mais je parle vraiment pour ceux qui ne sont pas incorporés. Toi, tu sais-tu, Eric, si la plupart des gens sont travailleurs autonomes ou s'ils sont incorporés? Je n'ai pas cette... en fait, la répartition va dépendre. Dans notre clientèle, je dirais que c'est probablement 2/3, peut-être même le 3/4 qui sont travailleurs autonomes et le reste se ferait en incorporation. Là. Donc, ça dépend du stade aussi où ils sont rendus. Là. OK. Donc, on a une majeure partie qui est travailleur autonome. Alors, ce que j'ai ici, c'est que si vous êtes travailleur autonome, évidemment, vous savez que vous devez idéalement fonctionner avec 2 comptes de banque, hein, votre compte personnel et votre compte entreprise. Mais en même temps, c'est une seule personne fiscalement au niveau du gouvernement. Puis en même temps, de tout l'argent qui rentre et qui sort, l'argent qui sort, ça sort tout de vos poches, même quand c'est pour vous, quand vous êtes un travailleur autonome. Puis tout ce que je vous raconte là, je le sais parce que je suis moi-même, j'ai commencé comme travailleur autonome, je suis devenue incorporée, donc je comprends toute cette réalité-là, OK? Donc, vous avez besoin aussi de savoir quels sont vos coûts en tant que travailleur autonome. Donc, on pourrait, je peux vous l'envoyer, ça aussi, à moins que toi, Eric, tu aies déjà quelque chose, mais un petit budget qui dit, bon, ben, c'est quoi mes dépenses fixes que j'ai au niveau de mon entreprise, exemple des assurances, téléphone, les frais bancaires, la publicité, on a plein de dépenses qu'on va avoir, il faut les connaître. Il y en a qui peuvent être annuelles. J'ai mis, bon exemple, 1 000 $. Est-ce que je fais faire mon site web, par exemple, ou je apporte des modifications, peu importe. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des dépenses qui sont différentes et il faut les trouver. Donc, dans ce cas-ci,
vu que c'est très haut, j'avais de la misère avec ma photo. Je ne sais pas si vous voyez dans le bas complètement, mais pour mon entreprise, j'aurais besoin de 333 $ par mois, plus mes dépenses personnelles. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut calculer. C'est très, très, très important. Et encore là, on voit bien que c'est des dépenses très basiques puisqu'on n'a pas nécessairement de la papeterie. Ça, c'est le genre de choses, heureusement, qu'on travaille avec la clientèle, avec nos gens, dans le budget de caisse du plan d'affaires. Donc, lorsqu'on reçoit le financement, c'est-à-dire la demande de financement, on révise avec eux leur plan d'affaires tel qu'il est. On révise évidemment, on regarde ensemble le budget de caisse, les états des résultats et les prévisions financières. Donc, ça nous permet justement, pour cet aspect-là, l'aspect entreprise, qu'il n'y ait pas de dépenses qui aient été oubliées. Parce que, justement, d'expérience, dans mes 15 ans d'expérience, j'ai souvent, en fait, c'est presque toujours comme ça, on surestime les revenus et on sous-estime les dépenses. Alors donc, ce que je suggère toujours, c'est de peser sur le crayon un peu plus fort par rapport aux dépenses et justement de faire l'inverse avec les revenus. Donc, pour arriver à établir exactement ce que tu nous as présenté, le besoin mensuel et voir le besoin annuel. Donc, de dire, si tu n'arrives pas à ça en termes de profit brut, tu ne seras pas capable de virer un profit finalement et de te prendre une paye au final qui a un impact sur l'autre aspect qu'on vient juste de voir, qui est le budget personnel. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Fait que toutes ces choses-là sont super importantes. Il faut vraiment les mettre sur papier. Il faut que ce soit noir sur blanc, savoir exactement où on s'en va. Et ça nous permet de prendre de meilleures décisions. Oui, parce que tout est relié. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est pour la partie budget. Maintenant, est-ce qu'on peut économiser sur différents services? Pourquoi pas? Tu sais, parce que là, une fois qu'on a fait notre budget, là, on se dit, bien là, peut-être que pourrais-tu réussir à ce que ça me coûte moins cher pour différentes choses? Donc, magasiner. Et je vais envoyer ça à Eric. C'est une feuille qui contient des liens pour magasiner différents services. OK? Premièrement, magasiner son compte bancaire. Donc, c'est un site du gouvernement du Canada. Et, bon, évidemment, vous êtes on coche Québec et est-ce qu'on veut un compte chèque ou un compte d'épargne? Là, j'avais choisi un compte chèque. Alors, le compte qui coûte le moins cher pour l'instant, c'est Tangerine, qui coûte 0 frais mensuels et avec des opérations illimitées. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si je paie 15$ ou 20$ à mon institution actuellement, est-ce que je pourrais tomber à 0 frais? C'est de l'argent dans vos poches. Tu sais, ce que je dis tout le temps là, au sujet de l'argent, il faut en prendre soin. On prend soin de notre auto, on la nettoie, on prend soin de notre maison, de notre logement, on prend soin de nous, on prend soin de nos enfants, on prend soin d'un paquet d'affaires, mais est-ce qu'on prend soin de notre argent? Est-ce qu'on prend soin de nos finances? C'est aussi important. Et pour que nos finances prennent soin de nous un jour, il faut que nous, on en prenne soin là. Donc, travaillez pour vos poches. Donc là, j'ai mis juste un print screen pour les comptes bancaires. Ça, c'est un compte chèque, mais on peut faire la même affaire pour un compte épargne. Magasiner votre carte de crédit. Donc, est-ce qu'on est quelqu'un qui paie toute sa carte de crédit à tous les mois? Bien, à ce moment-là, ce serait intéressant d'avoir la meilleure carte qui va vous offrir les meilleurs avantages en termes de bonus dollars. Il y en a des milliers de cartes qui existent. Laquelle est la meilleure comme ça? C'est difficile à trouver. Quand on a un site de recherche, mais ça vous dit, selon toi, selon tes revenus, ta cote de crédit, etc., voici la meilleure carte de crédit. Est-ce qu'on est quelqu'un qui laisse un solde sur sa carte de crédit parce qu'on n'est pas capable de payer à tous les mois?
À ce moment-là, ce qui serait intéressant, ce serait de diminuer le taux d'intérêt qu'on paie, hein, parce qu'on sait que la moyenne de taux, c'est de 20 19,99, mais il existe des cartes maintenant à 8, 9, 10 C'est la moitié moins d'intérêt. C'est beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez magasiner ce genre de service-là. Les forfaits cellulaires et Internet aussi. Donc, on pense que parce que ça fait 10 ans qu'on fait affaire avec notre compagnie, on est convaincu qu'ils nous donnent le meilleur. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils vous le donnent. Peut-être que oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous le donnent. Donc, allez vérifier de temps en temps sur ce site-là, qui est Planol, qui est vraiment, vraiment bien fait, particulièrement au niveau du cellulaire, de magasiner selon les appels. Généralement, on veut tous des appels illimités, selon les gigs aussi de données qu'on veut, et ça vous sort du moins cher au plus cher. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Et au niveau des assurances auto et habitation, donc, il existe 2 sites où vous pouvez faire des demandes de soumission. Là, il y avait Clé-Casseuse, parce que je ne voulais pas mettre 60 000 photos, mais il y a soumission.ca aussi. Donc, en magasinant comme ça, on risque de sauver entre 200 et 500 $ par année. Donc, ça vaut vraiment la peine de magasiner à tous les ans, pas une fois aux 5 ans, parce que vous seriez surpris de voir, tu sais, des fois, on voit que ça a baissé pas mal, c'est impossible que ça baisse encore. Et oui, on a toujours des surprises année après année. Donc, magasiner ces services-là, c'est vraiment super important. Puis, pour vous donner un exemple, ce que ça peut donner. Admettons que je fais l'exercice de magasiner tout et que pour mon téléphone, je sauve 30 $ par mois. Hein? Moi, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années, puis c'est ça qui est arrivé. J'ai sauvé 30 $ par mois, mais ça paraît. Les assurances, qu'on sauverait 30 $ par mois. Banque, on sauverait 15 $ par mois. Ça veut dire que par mois, j'aurais économisé 75 $ et par année, ça veut dire 900 $. C'est beaucoup d'argent et ça, c'est dans vos poches. L'autre partie, elle est différente. Donc, si par exemple, je suis quelqu'un qui paie ma carte de crédit à tous les mois et que je voudrais avoir une carte de crédit qui me donne beaucoup de remise en argent. Donc, ici, j'ai choisi une carte qui donne 200 $ de remise en argent. Ça me coûte 800 $ par mois. Ça veut dire que par mois, je gagnerais 16 $ à faire mon épicerie en payant avec ma carte de crédit. J'ai de l'épargne, par exemple, et là, j'ai trouvé un bon compte de banque qui me donne 1 % d'intérêt. Ça existe. Donc, j'aurai 4 $ par mois, parce qu'on sait que les institutions financières, même si vous dites que c'est des taux élevés, ce n'est pas tellement élevé. Il faut vraiment magasiner. Donc, par mois, je gagnerais 20 $, ce qui fait 240 par année. Ça veut dire, ce n'est pas beaucoup, mais c'est ça dans mes poches que j'ai en plus, que je n'avais pas avant, plus le 900 $ d'économie, je suis rendue à 1 140 $. On vient de financer nos vacances, finalement. Ça ressemble à ça. C'est ça, c'est aussi simple que ça, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine de magasiner les services. Tu sais, moi, je me dis, c'est mon argent, c'est moi qui paye. C'est ça. Puis, ça arrive, mettons, au niveau des assurances, là, vous trouvez une place qui est moins chère, mais vous ne voulez pas changer de place, mais vous pouvez toujours négocier avec votre assureur, dire, bien, écoute, telle compagnie me fait à tel prix pour exactement les mêmes conditions, est-ce que tu me le fais ou pas? Puis souvent, ils vont accepter de le faire. Donc, magasiner pour vos poches. Même chose pour le cellulaire, parce que moi, je l'avais fait avec le cellulaire. La compagnie avait accepté le montant que j'avais dit. Ils ne voulaient pas me perdre comme client. Fait que, c'est ça. Fait que vous êtes en pouvoir quand même de négociation jusqu'à un certain point. Maintenant, le bout que tu voulais que je parle tantôt, Éric, les astuces. Oui. Donc, tantôt, ce que je mentionnais, de faire un budget, évidemment, c'est plus qu'une astuce. C'est vraiment, c'est important de le faire. Je dirais, la première astuce, c'est de garder toutes ces factures d'achat.
faire cet exercice-là pendant au moins 3 mois. Ce que ça va faire, ça va vous permettre de savoir exactement, entre autres, combien vous coûte l'épicerie, combien vous coûte l'essence, combien vous coûte les restos. Ça va vous permettre de mieux ajuster votre budget. On est, les humains, des curieuses de bébés. Alors, admettons que je fais l'épicerie et que là, ça me coûte à peu près 125$ par semaine. Fait que dans notre tête à nous, on s'en va chez IGA, on ressort, ça nous a coûté 125, c'est comme ça, semaine après semaine. On oublie que les 2 fois où on va à l'épicerie, ben, on manque de lait, on manque de pain, on manque d'un ingrédient quelconque, on retourne à l'épicerie. Mais ça, curieusement, ça ne fait pas partie de notre épicerie. Mais en réalité, ça fait partie de notre épicerie. Donc, peut-être que notre épicerie, au total, dans une semaine, n'est pas de 125, mais de 150. Alors, ce que ça va entre toi et moi, on le sait très bien que même si on y retourne pour une pinte de lait, on va peut-être faire un détour et se faire influencer selon, mettons, c'est l'heure du souper et on a faim. D'acheter en plus, des bananes de plus qu'on voit qui sont en spécial qu'on n'avait plus ou de la viande à sandwich. Et là, ben, finalement, la pinte de lait vient de nous coûter 40-50$ alors qu'on ne l'avait pas prévu. Exact. Et ça, sais-tu comment j'appelle ça, Éric? J'appelle ça les tankaillettes. Et voilà. Les tankaillettes, ça, c'est l'affaire qui coûte le plus cher. Okay? Une fois, c'est pas grave, mais c'est quand on additionne les tankaillettes, ça finit par faire des gros montants. Okay? Donc, la dépense tankaillettes, je pense que je devrais mettre un poste dans le budget tankaillettes. Ou juste bonifier toutes les dépenses prévues d'un certain pourcentage. Aussi. Donc, le fait de ramasser ces factures, quand je dis toutes, là, c'est vraiment toutes, là, même si tu vas chez Dollarama, même si c'est un petit café chez Tim Hortons, chez McDo, peu importe, c'est vraiment de ramasser toutes les factures. Donc, ça va nous permettre, comme je disais tantôt, de mieux ajuster notre budget en fonction de notre coût réel. Et ça peut aussi nous faire... ça nous aide à nous connaître comme consommateurs, puis peut-être réaliser que, ouais, il y a peut-être des choses que je dépense pas mal, puis que finalement, j'en ai pas besoin de ça. Tu sais, que je suis trop tentée par des petites babioles pas chères ou, tu sais. Fait que ça nous permet de se regarder comme consommateur, comment est-ce qu'on est, puis de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, ça va aider à tout faire ça et ça vaut vraiment, vraiment la peine de le faire. Moi, c'est le truc que tous mes clients me disent, je dépense pas mal plus que je pensais. Et donc ça, c'est la version papier. Je sais, j'ai déjà utilisé sur le site même de mon institution bancaire, dans mon compte de banque personnel, il existe pour certaines institutions des outils dans lesquels on peut catégoriser toutes les dépenses qu'on a passées sur le compte pour avoir ce même portrait-là d'une façon quasi automatisée, justement. Et j'ai trouvé ça justement très éclairant sur la réalité des dépenses qu'on ne voit pas nécessairement, parce qu'évidemment, bon, les factures, parfois, elles vont traîner, parfois, on va les jeter avec le sac de plastique ou le sac de papier. Donc, pour moi, qui est un peu plus tête en l'air au niveau de garder les factures, c'était une belle alternative pour dire « Ah, j'ai rien oublié parce que tout ce que j'ai passé sur Interac est là. » Et la seule chose qui ne paraît pas, ben, c'est l'argent cash que je peux avoir, mais j'essaie le plus possible d'éviter d'en avoir. Oui, c'est ça. Fait que c'est effectivement une très bonne astuce, Éric, que tu mentionnes. Merci. Et la deuxième astuce est celle de s'occuper de ses finances à toutes les semaines. Donc, pas juste quand on est en mode urgence, mais vraiment d'être proactif par rapport à ça et non pas d'être réactif. Donc, en étant proactif, vous allez prendre les devants et vous allez prendre le contrôle de vos finances. Donc, vraiment super important. Fait que ça, c'est deux astuces vraiment, je dirais, miraculeuses.
Maintenant, tantôt, on parlait de revenus. Hein, on disait, ben là, j'ai besoin de 40 000 de dépenses, 40 000 d'argent net qui doit rentrer. Donc, ce n'est pas nécessairement cet argent-là que je dois gagner parce qu'on sait qu'on aura de l'impôt à payer. Alors, j'ai trouvé sur le site de calculconversion.com, j'aimais ça parce que c'est imagé. Donc, si j'ai pour 40 000 de revenus imposables, il va me rester 27 982. Fait qu'on n'arrive pas si jamais on avait besoin vraiment de 40 000. Par contre, là, j'ai indiqué un salaire, un revenu imposable de 56 000 et là, j'arrive à 36 496. Donc, ça prend un petit peu plus ça prend peut-être un 58 59 000 pour notre 40 000 de dépenses. Donc, il faut vraiment faire beaucoup plus d'argent qu'on pense. Fait que ce que je trouve le fun avec ce site-là, ça te permet de savoir quel est le revenu que j'ai besoin de générer pour arriver à mes dépenses. Donc, ça, c'est la petite partie impôt que je voulais vous parler. C'est vraiment important. Donc, il y a calculconversion.com qui le fait, ou il y a turbo.intuit où vous pouvez calculer vos impôts aussi. C'est vraiment bien fait. Mais là, dans le fond, ça, c'est la compagnie qui s'occupe de faire des logiciels d'impôt pour le provincial et fédéral. Hein? Oui, turbo.intuit, oui. Mais calcul conversion, eux autres, c'est des calculs de conversion de un millier de choses, dont l'impôt, entre autres. Alors, en tout début, je mentionnais on parlerait de, bon, est-ce qu'on emprunte ou pas? Est-ce qu'on utilise notre argent qu'on a ou pas quand on est un entrepreneur? En tant qu'humain, ce qu'on veut le moins possible, c'est d'avoir des dettes parce qu'on sait qu'une dette égale un certain stress, on doit rembourser cet argent-là. Donc, idéalement, on aimerait mieux ne pas emprunter. Mais quand on est en affaires, il faut comprendre que ça peut être correct, que c'est normal en affaires qu'on emprunte. On n'est pas anormal du tout. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et le crédit est autorisé quand on a de l'argent. Il est autorisé facilement quand on a de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, là, le crédit, ça devient vraiment difficile. Donc, quand on est un entrepreneur, particulièrement si vous êtes un nouvel entrepreneur, vous avez de l'argent, profitez-en maintenant pour demander de l'argent pour réaliser vos projets. Parce que la banque, c'est comme un parasol. Quand il fait beau, il est ouvert. Mais quand il pleut, il est fermé. Alors ça, gardez ça en tête. Ils sont là pour vous aider quand ça va bien. C'est une belle image qui fait écho à une expression que j'utilise souvent, c'est pas le temps d'emprunter un parapluie lorsqu'il pleut. Oui, ça revient au même, c'est ça, exact. Mais c'est vraiment, vraiment important. Il faut en profiter. Et la dette, c'est quelque chose qui peut vous servir à vous propulser. N'oubliez pas. OK? Donc, moi, puis tout ce que je vous dis, là, je lance pas ça dans les airs parce que ça me tentait de dire ça. Comme je dis, je suis moi aussi un entrepreneur, que j'ai parti à zéro, que j'ai monté une business. Puis, moi non plus, je ne voulais pas emprunter parce qu'on ne veut tout pas emprunter, mais c'est l'emprunt qui m'a aidé à aller de l'avant. OK? Donc, c'est vraiment important. J'en profite pour mentionner que le fonds d'emprunt, à chaque demande qui nous est adressée de financement, c'est toujours la question qu'on va se poser avec l'entrepreneur. Est-ce que c'est le bon moment d'emprunter et surtout, est-ce que cet argent-là va réellement servir de levier pour aller chercher plus de revenus?
Si la réponse est non, que ça nous permet d'étirer nos souffrances ou de payer des dépenses de vie pour 1, 2, 3 mois, le temps que ça arrive, à ce moment-là, bien souvent, on va déterminer que ce n'est pas le bon moment de prêter ou encore que ce n'est pas vers la bonne chose qu'on prête. Donc, c'est une question qu'on regarde constamment. Est-ce que l'emprunt fait un levier? Ça fait partie de toutes nos analyses. Merci, Éric. Alors, l'avenir, bien évidemment, il faut y penser parce que là, aujourd'hui, on est jeune, mais il faut garder en tête qu'un jour, même si on ne veut pas y penser là, on sera probablement retraité. Qu'est-ce qu'on va avoir fait pour ça? Et c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut tu ne veux pas partir en peur avec tout ça, mais il faut commencer par des petits gestes d'épargne, entre autres. Des petits gestes d'épargne réguliers, c'est vraiment très important. Faites-le de façon systématique. Exemple, une fois par mois, j'ai un paiement qui n'est pas un paiement, mais un virement qui se fait pour épargner. Et quand c'est fait de façon systématique, ça fait partie de notre budget, on n'y pense pas, puis c'est normal, puis c'est ça, on épargne. Évidemment, il y a les moyens d'épargner, il y a l'épargne courante, mais il y a aussi la possibilité de le faire dans des RIR ou dans des CELI. À savoir maintenant lequel est le mieux, la question, elle est toujours, tout dépend de vos revenus. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, il faudrait privilégier le CELI. Et si on a plus de revenus, là, il faudrait privilégier le RIR avant le CELI. Mais pour bien répondre à cette question-là, et c'est du cas par cas, idéalement, vous devriez rencontrer un conseiller financier qui, lui, va vous aiguiller vers le bon outil. Parce que moi, on a évidemment une opinion qui est déjà là, mais le RIR, on va aimer ça parce qu'on a le retour d'impôt, oui, mais peut-être que tu contribues dans ton RIR pour rien parce que ton retour d'impôt, il n'est pas maximal, il n'est pas efficace. À ce moment-là, tu es peut-être mieux d'accumuler tes cotisations RIR pour qu'un jour, quand tes revenus sont plus élevés, bien là, au moins, ça vaut la peine de contribuer dans ton RIR. Le CELI, bien, ça, c'est simple. Puis en plus, si jamais on avait un besoin urgent, bien évidemment que le CELI, il est là. Je ne mentionne pas là-dedans le fonds d'urgence, mais le fonds d'urgence, ce serait quelque chose d'intéressant aussi à considérer. C'est l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Ça, c'est important encore là. Ça serait, je vous dirais, comme une espèce de système, une espèce d'assurance qu'on se fait, que si jamais il y avait un pépin, surtout on est travailleur autonome, puis on a une maladie. Mettons, je ne sais pas, vous êtes appelé la mononucléose, par exemple. Là, vous êtes 3 mois sur le cul. Les comptes, ils rentrent pareil. OK? Donc, si on a un fonds d'urgence. C'est dans l'air du temps, la COVID. Les entrepreneurs qui ont attrapé la COVID. Entre autres, aussi. Ça me tentait de sortir de la COVID. Oui, mais c'est parce que c'est quand même des cas réels qu'on a eus dans la dernière année. Oui, c'est ça. Mais je parlais, tu sais, parce que la COVID, ça, c'est une maladie qui peut durer très, très court ou ça peut être très, très long. Mais là, je parlais de mononucléose parce qu'on sait que c'est plusieurs mois où tu es couché, que tu ne peux plus rien faire. Donc, le fonds d'urgence devient important. Maintenant, je vous donne des petits trucs pour évaluer vos besoins d'argent futurs. Donc, combien est-ce que j'ai besoin? Là, tantôt, j'avais mon exemple, j'ai besoin de 40 000 pour mener le style de vie que j'ai. Donc, c'est de déterminer votre besoin actuel, il est quoi? OK? Et avec le site de Simulaire, qui est un site du gouvernement du Québec, vous allez pouvoir déterminer
quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin d'épargner. Donc, ça va vous aiguiller vraiment de belle façon. Donc, ce qu'on va vous demander, on va vous poser toutes sortes de questions, dont dans la première page, on vous demande les revenus. Je n'ai pas dû marquer beaucoup de revenus, je ne me rappelle pas ce que j'ai marqué, là, mais en tout cas, on vous pose quelques petites questions. Donc, je participe au régime des rentes du Québec depuis 26 ans. Donc, ça fait combien de temps que vous contribuez à ce régime-là? Quel âge vous voulez prendre la retraite? Donc, on vous pose différentes questions et on vous dit, selon le revenu que vous avez, l'objectif à la retraite de 70 des revenus, dans ce cas-ci, était de 21 000 $. Mais ça se peut que j'aie besoin de 80 de mes revenus. Ça, je peux changer le chiffre comme je veux. Et le logiciel, il va nous demander si on a de l'épargne déjà. Donc, on indique qu'est-ce qu'on a en épargne, en RIR, en CELI, tout ça. Et il va nous dire, bien, tu auras besoin de, dans ce cas-ci, d'économiser 71 $ par semaine, conditionnellement à ce que j'aille un taux de rendement à 5 %. Donc, c'est un très bel outil qui est vraiment le fun, qui est facile. Puis, c'est ça. C'est un départ pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir besoin pour notre retraite. Et c'est ça, en tant que travailleur autonome, c'est vraiment très, très, très important parce que là, vous n'avez pas le fonds de pension d'un travail, c'est vous qui êtes votre propre fonds de pension. Donc, il faut faire attention à ça. Et évidemment, tantôt, j'en parlais, la meilleure personne pour vous aider, c'est un conseiller en services financiers. Donc, le conseiller, ce qui va vous aider à faire, c'est il va vous apprendre à épargner plus et plus régulièrement. Et les gens qui épargnent avec un conseiller financier, après 15 ans, ont accumulé 4 fois plus d'argent que ceux qui n'ont pas de conseiller. C'est assez incroyable. C'est que quand tu as un conseiller financier puis que tu contribues, exemple, je ne sais pas, 100 $ par mois, puis qu'il y a des mois que ça va moins bien, tu ne veux pas l'appeler pour lui dire, bien, écoute, ce mois-ci, tu veux-tu stopper parce que je n'ai pas l'argent? Non, tu vas trouver le moyen. Tandis que quand c'est toi personnel, ben là, écoute, c'est facile, on va prendre un break, tu sais, c'est ça. Donc, on est un peu comme redevable envers notre conseiller, mais finalement, c'est à nous que ça bénéficie. Donc, ça, c'est vraiment un super bon point. D'avoir un conseiller, ça vaut vraiment la peine. Le conseiller va évidemment vous aider à faire des choix éclairés et à faire des erreurs coûteuses. On l'a vécu l'année passée avec les marchés qui ont été vraiment, qui ont fait un saut de bungee solide par en bas. Quand on ne connaît pas les marchés financiers, on panique, on sort, alors que c'est la pire chose à faire, c'est ça. Alors, lui, le conseiller va vous éviter de faire des erreurs qui pourraient vous coûter cher pour longtemps. Ou sinon, de choisir, on pourrait vouloir avoir un placement que finalement, ce n'est pas pour nous. Mais le conseiller va être là pour nous le dire parce que lui, il le sait, parce qu'il nous connaît. Donc, c'est pour ça que ça va aussi aider dans ce sens-là. Améliorer la littératie financière, donc ça aussi, c'est vraiment super important. Donc, avec les placements qu'on fait, le conseiller nous renseigne sur ce qui s'est passé. Donc, ça nous éduque en même temps, ce qui est très bon. Il va vous aider à ne pas se laisser influencer par les rumeurs ou par les idées reçues que faut que tu fasses ça, ça, ça. Il y a toutes sortes de choses qui vont circuler. Moi, j'en ai entendu plein pendant des années. Donc, les gens vont se laisser souvent influencer. Moi, je me rappelle d'une cliente que j'avais qui était une madame retraitée. Elle, c'était vraiment sécuritaire, ses placements. Elle ne voulait vraiment pas de risque. Mais là, quand elle voyait une de ses amies, là, elle parlait elle disait, bien là, moi, j'ai un rendement de, je ne sais pas, 6-7 %, puis elle était vraiment contente. Là, elle venait me voir, elle me disait, ouais, mais mon amie, elle a ça, moi, mais elle ne dit pas c'est quoi le risque qu'elle a, tu sais. C'est ça. Fait que le conseiller va vraiment aider à ce niveau-là. Réduire la charge fiscale parce qu'évidemment, le conseiller va vous aider dans différentes sphères. Il
va vous conseiller qu'est-ce qui va être le mieux fiscalement pour vous, particulièrement si on est à la retraite et que là, on reçoit notre argent, qu'on retire notre argent qu'on avait investi. Si on fait ça par nous-mêmes, on se tire dans le pied. Notre argent va durer moins longtemps que si on fait affaire avec un conseiller, parce que le conseiller va être là pour nous guider. Puis évidemment, atteindre une certaine tranquillité d'esprit parce qu'on sait qu'on est préparé au salut de la vie. Donc, c'était de tout ça que je voulais vous jaser. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous auriez aimé entendre? Donc, j'ai vu une question sur le vidéo, ben, pas sur le vidéo, mais sur le live. Quand sait-on si c'est le moment de s'incorporer? Ça dépend des revenus qu'on va gagner. C'est vraiment ça. Est-ce que je peux arrêter le partage d'écran pour que... Oui, certainement. Ça va être mieux, les gens vont mieux nous voir. Hein? Ça dépend des revenus gagnés, du taux d'imposition qu'on a. Mais la meilleure personne pour répondre, c'est vraiment le comptable. C'est pas, malheureusement pas ma fonction. Je ne suis pas comptable, c'est ça. Mais ce que je sais, c'est que ça dépend du revenu gagné. Donc, sinon, moi, tu as bien répondu à ma question. Donc, est-ce qu'il y avait des trucs et astuces pour le budget? Évidemment, est-ce qu'il y a une fréquence idéale pour réviser ce budget-là? Ben, comme tu disais, à la semaine. Ce que j'en retiens, c'est que ça prend de la discipline. Parce que tout comme penser à arroser les fleurs, aller enlever les mauvaises herbes dans le jardin, c'est la constance qui fait le succès. Et justement, ce que j'ai retenu, un bon truc, si on n'y pense pas par nous-mêmes ou qu'on préfère ne pas prendre le temps ou c'est pas nécessairement quelque chose qui nous intéresse au quotidien, le conseiller financier dont tu as présenté les mérites, justement, nous permet d'avoir une personne avec qui en discuter et peut-être même une personne pour nous rappeler, nous relancer de temps à autre. Donc, quelle fréquence recommanderais-tu pour rencontrer notre conseiller financier au cours de l'année? Ben, je dirais une fois par année. OK. Oui. Donc, ça devrait être suffisant. Il n'y aura pas nécessairement un rappel de sa part, comme je le mentionnais dans ce cas-là. Ben là, ça dépend des conseillers avec qui on fait affaire. Malheureusement, c'est comme dans tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons. En général, ils sont bons. Mais normalement, notre conseiller est dans l'obligation de nous contacter régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire une fois par année. Mais si lui, il a pour son dire, ça va être aux 2 ans, puis que vous voulez que ce soit une fois par année, vous le demandez une fois par année, il n'y a pas de problème. C'est ça, en effet. Le conseiller est là pour ça. Même si c'est juste au moins une fois dans la période des REER. Oui, exactement. C'est une bonne période pour réviser. Justement, c'est généralement en début de la nouvelle année fiscale. Donc, ça permet de refaire un topo. Oui, entre autres. Mais moi, je dirais, si vous voulez avoir le meilleur service possible, tout le monde se rue sur les conseillers en janvier, février. Il y en a là. C'est vrai, là. Oui, c'est vrai, tu le dis, puis je le vois bien. Moi, j'ai un bottin conseiller financier sur mon site web, donc je parle à des conseillers financiers. Et je le sais, j'ai parlé avec eux là, janvier, février. Fait qu'il y en a là, tu sais. Donc, on n'est pas obligé de le rencontrer en janvier, février. Ça peut être en mars, avril, octobre, novembre. Il n'y a pas de temps idéal. Mais si on veut avoir vraiment un tour d'horizon pas stressé, peut-être pas janvier, février. On pourrait dire, par exemple, c'est parce qu'on veut faire notre contribution à notre RIR, par exemple. Il faut faire la distinction entre je fais une contribution à un RIR et je fais un placement. Ça, c'est 2 choses. Oui. C'est la contribution qui est importante. Le placement, ça peut prendre 2 mois avant que vous le placiez. C'est pas grave, ça.
c'est la contribution qui est importante. Donc, ce n'est pas obligé d'être placé tout de suite. Donc, ça enlève une pression de dire, bien, il faut absolument que je le rencontre, savoir quand est-ce que je vais, où est-ce que je vais investir. Non, ça peut attendre, il n'y a pas de problème. Puis, vous appauvrirez pas en faisant ça comme ça, loin de là. Donc, merci beaucoup, Barbara. Je vois qu'il est 1 heure. Et donc, ce que je retiens de cette conférence vraiment éclairante, une foule de trucs, mais entre autres, donc, à tous les ans, on devrait réviser notre budget. Et évidemment, tu as mentionné une panoplie de sites web intéressants, donc Simulaire de Retraite Québec, mais aussi ratehub.ca, PlanHub, Clicassure, soumission.ca et évidemment calculconversion.com, qui sont tous des sites très intéressants à différents aspects. Et évidemment, j'invite ceux qui seront intéressés à recevoir le budget modèle, de nous écrire directement. Donc, soit à l'adresse direction@commercial-fe-montérégie.ca ou encore à info@commercial-fe-montérégie.ca. Et donc, Barbara, merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre conférence. Merci d'avoir fait partie de d'avoir été notre deuxième. Et merci à toi, Éric et Marianne. C'était vraiment agréable. C'était le fun. Donc, à la prochaine. Oui, à bientôt. Bye bye.